Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Avant de laisser la parole à Johanna Thomas et à Dirk Snowart, je les remercie vivement d'être avec nous. Bonjour, goedemorgen. Je vais peut-être juste pour me situer dans cette conversation dire que je ne suis pas un spécialiste de cinéma, de mon interlocutrice, mais je suis plutôt... je vais parler de ma position en art contemporain, donc je connais le travail un peu par les biennales, par les installations à gauche et à droite de la planète, et aussi par avoir lu et entendu plein de collègues parler de votre travail. Donc c'est un honneur d'être à votre droite, à votre gauche, de l'autre côté de la salle. Mais peut-être on va essayer de rentrer en matière. Vu d'un point de vue bruxellois, je dirais, juste pour un peu resituer, vous êtes aussi un couple de ces artistes libanéso-européens qui travaillaient autour de quelque chose qui est devenu un art contemporain, presque une école, qui est l'école de Beyrouth, qui a une base de travail qui est celui des archives ou de l'archivage et de tout son dépouillement, réactivation, même conservation, jusque dans des strates qui auparavant étaient restées non élucidées parce que je crois en cinéma, l'archive était plutôt une sorte de fond sans fin, sans réserve pour y découvrir et réactiver des images. Dans votre cas, à Beyrouth, l'archive ou les archivages ont été quasiment une sorte d'instrument ou de but en soi, j'ai parfois l'impression. Et est-ce qu'on se trompe ou est-ce que c'est quelque chose qui a une réelle, comment dire, presque valeur en soi? Je mentionnais avant la Fondation arabe pour l'image, auquel nous attachons en histoire de l'art presque récente, tout un travail autour de l'importance de l'archivage depuis les années 60. Le post-structuralisme, c'est revenu comme à l'avant-plan en art, mais il y a aussi évidemment dans votre récente exposition au Jeu de Paume, vous aviez fait un film à partir de mémoire, donc parce que archives et mémoire sont antagonistes plutôt que disons, alliés. Est-ce qu'on peut partir de cette base-là et puis on va voir où on atterrit? Je pense que si on... bonjour d'abord tout le monde, et merci d'être là. Je pense que si on veut parler aussi de ce contexte et de partir de... Il faut revenir justement au contexte dans lequel notre génération qui s'est beaucoup intéressée aux archives a commencé à travailler dans un contexte justement un peu de table rase quand même, on va dire, parce que c'était la fin des guerres civiles libanaises, qu'il y avait une énorme perte, bien sûr, de tout ce qui pouvait constituer des fonds, des photos, des institutions. Et puis il y avait un problème qui était assez fortement perçu par beaucoup d'entre nous, qui était cette idée de qu'est-ce qu'on fait maintenant, en fait, après toutes ces années où une guerre civile, c'est quand même une guerre de personnes qui n'arrivent pas à vivre ensemble. Comment on recommence à vivre ensemble? Qu'est-ce qui est important? Surtout qu'il y avait tout un projet un peu amnésique, de dire bon, on ferme une parenthèse, tout ça s'est passé, on recommence autre chose, et ça a été un peu déstabilisant, parce qu'on se disait quand même ce qui a mené à avoir autant de confrontations, est-ce que les problèmes ne sont pas toujours là, quelque part, et qu'est-ce qu'on en fait? Donc très vite, l'idée de l'histoire est venue nous hanter un peu, c'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là, essayer de voir aussi qu'en fait cette histoire-là de guerre civile ne peut pas s'écrire parce qu'elle n'est pas résolue, donc elle ne s'enseigne pas, elle ne s'écrit pas, on n'en parle pas.
Et je pense que le recours aux archives a eu lieu pour une partie d'entre nous, en tout cas dans cette option-là, de recollecter ce qui est perdu, essayer de retrouver cet imaginaire un peu fragmenté, de le retrouver. Et donc c'est vrai que aussi comme il n'y a pas d'institution vraiment vaillante, il a fallu que certains individus s'occupent de ça, ouvrent des fondations ou essayent de collecter un peu une mémoire dispersée. Je pense que Khalil et moi, ce qui nous intéressait depuis le départ, c'était cette idée du présent, c'est-à-dire comment on va vivre ensemble aujourd'hui. Et c'est ce qui nous a beaucoup poussé à travailler, parce que nous, on n'était pas forcément programmés ni pour être des cinéastes, ni pour être des artistes, on n'a pas fait d'école ou des choses comme ça, mais cette idée toujours très présente de qu'est-ce qu'on fait maintenant, et de voir surtout une ville totalement détruite dont les traces disparaissaient tous les jours, et de commencer à documenter et de constituer d'une certaine façon une archive contemporaine. Ça nous a beaucoup fait réfléchir après, sur tout un projet qu'on a appelé l'archéologie de notre regard, qui était un peu, je vous montre quelques images, c'était un peu cette idée il y a une ville qui est totalement détruite et qui va être reconstruite très, très vite par un projet immobilier qui est une société foncière privée, qui prenait la place de l'État solidaire, donc ça créait aussi beaucoup de problèmes. Le président, non ? Oui, qui était le Premier ministre, Hariri, qui lui-même avait ouvert sa société foncière avant d'être... Enfin, c'était très compliqué, et puis surtout que les gens qui ne pouvaient pas reconstruire, on leur donnait des actions à la place. Donc c'était... Et donc c'est une ville qui était dans un état assez incroyable, et en même temps, très vite, tout s'effaçait. Donc on s'est mis à documenter sans trop savoir quoi faire avec ça. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que cette archéologie-là, elle nous amenait de plus en plus à interroger le regard qu'on avait sur les représentations qu'on a de nous-mêmes, mais qui sont aussi façonnées par tout ce qui nous a constitués dans la région. Et je crois que ce qui était très intéressant au niveau de la Fondation Arabe pour l'image, puisque vous en parlez, et d'autres initiatives, c'était cette idée de retravailler les images pour se les approprier différemment et pour en faire autre chose. En fait. Donc c'est un peu comme dans l'idée de contre-média, c'est-à-dire d'évacuer l'image de l'Occident ou de médias commercial ou conventionnel, et de restituer une image propre, sachant aussi, et ça je pense que c'est quelque chose dont on n'est pas très conscient, l'image propre au Liban, il est fragmenté par 13 ethnofractions ou 17 communautés. 7 communautés. 17, mais nous n'avons que 3 à Bruxelles, donc imaginez-vous... Multipliez, imaginez-vous le désordre. Mais c'est parce que normalement, quand on dit ethno-communauté, chacun construit sa généalogie et sa légitimité qui remonte au temps ancien, et des livres donc comme vous êtes aussi proche d'une région biblique, qui pour nous est évidemment la légitimité par le livre, c'est aussi, quand on dit archives, normalement il devrait y en avoir 7 et pas 1. Donc comment est-ce que vous avez approché, parce que disons, si on part du principe qu'il faut restituer l'image de Hollywood qui est complètement, colorée par un regard occidental, pro-israélien, anti-arabe, donc comment s'y mettre quand on veut restituer ce self-image, donc c'est une image propre, et aussi correspondre à cette division, cette fragmentation par cette image propre. Oui, c'est assez compliqué, effectivement, mais c'était la très grande motivation de notre rapport à l'image, en fait. On a été des très grands lecteurs dans notre jeune âge adulte de Edward Said et de l'orientalisme.
et de cette réflexion sur comment se réapproprier nos images, mais aussi, et depuis toujours, comment déplacer le regard, comment essayer de retravailler les représentations, pas pour en ériger une autre, parce que l'idée n'est pas de remplacer une image par une autre, mais de se mettre à questionner les images, de questionner le rapport qu'on avait avec elles, et de ne pas toujours dire justement l'orientalisme, c'est le regard de l'Occident sur l'Orient, mais de voir combien l'Orient aussi se regarde à travers ce prisme aujourd'hui, et combien de films et combien d'images sortent du monde arabe qui sont tout aussi orientalistes aujourd'hui. Donc l'idée n'est pas de plaire, l'idée n'est pas non plus de déplaire, l'idée est de déplacer réellement le regard, les définitions, de se questionner continuellement sur ce que nous produisons, sur ce que nous donnons à voir, et de ne pas ériger quelque chose au niveau de l'image, mais de laisser un espace pour l'autre aussi, pour celui qui est en face. Une des premières installations qu'on avait faites était autour de ça. Ça s'appelle le cercle de confusion. C'est une image de Beyrouth qui est découpée en 3000 morceaux. C'est une image aérienne. C'est assez difficile dans des pays un peu où il y a des problèmes de prendre des images aériennes. Et donc, on avait découpé cette image et collée sur un miroir. Et en fait, les visiteurs étaient amenés à prendre un fragment de l'image. Derrière chaque fragment, c'était écrit « Beyrouth n'existe pas » avec un numéro de fragment. Et l'idée était bien sûr de reprendre un peu cette idée de Lacan, de la femme n'existe pas, parce que Beyrouth c'est quelque chose comme Dirk disait, c'était toujours défini par les, parce qu'on a eu quand même une couverture médiatique durant les guerres civiles absolument énorme, et toujours c'était Beyrouth, Beyrouth la prostituée du monde arabe, Beyrouth, Beyrouth, donc c'était aussi l'idée de Beyrouth n'existe pas, n'arrête pas d'exister, elle ne se définit pas, et c'était pour nous quelque chose d'assez important dans notre travail parce que ça a placé, sans qu'on en ait peut-être totalement conscience à l'époque, l'idée de ne pas définir, travailler sur cette absence de définition dans ce qu'on faisait, de questionnement et aussi de participation de l'autre continue. C'est-à-dire l'œuvre a besoin aussi de l'autre pour se faire. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure qu'on prend des morceaux, on se réapproprie. Quand l'œuvre est totale, l'image est totale, ça a un sens, mais quand on prend le fragment qui est assez petit, en fait l'image ne signifie plus que pour celui qui la prend. Et donc c'était pour nous, évidemment, plus le miroir se découvre, plus on voit l'espace et soi-même. Donc c'est aussi une façon de se réapproprier l'image. Et de détruire la notion de paysage même, parce que la notion de paysage veut dire aussi une certaine stabilité, une sorte d'aperçu, de contrôle, comme si on pouvait maîtriser avec le regard quelque chose qui d'habitude vous engouffre. Mais donc, moi, ce qui m'intéresse aussi dans votre installation récemment, parce que ça, c'est l'image descriptive, c'est l'image de médias opulente, pleine, naturaliste, donc dans un sens de l'affirmation. Vous avez aussi une voie opposée qui est assez particulière, je dirais presque pour la scène Beyrouthi, c'est sa disparition lente par une sorte d'érosion, par une qualité inappropriée de la technologie qui n'était pas encore, ou qui n'est pas à point, ou qui a une sorte de durée de vie limitée et qui parfois, mais c'est peut-être une sorte de fantasme d'occidental, fait aussi un peu appel à l'iconoclasme, parce qu'on dit toujours, nous, dans les clichés qu'on colporte, on dit toujours que le monde arabe, la dépiction, la représentation n'est pas possible. Donc, pas tout le monde est musulman, mais quand même, il y a une sorte d'interdit. Quand je vois vos images, vous représentez énormément. Donc cet interdit, ou bien vous ne le respectez pas, ou bien nos clichés sont des clichés qui ne tiennent pas la route non plus. Et peut-être qu'on peut parler de cette série de Martyrs,
ou partir de cette série-là, qui est assez presque psychoanalytiquement vrai, travail sur le fantôme, mais aussi sur la patrie, sur plein d'héroïsme, sur plein d'autres choses. En fait, pour juste rebondir un peu, le rapport à l'image, c'est vrai que il y a sûrement des pays où ce rapport à l'image est peut-être plus proche de cette interdiction de représenter, peut-être. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, au Liban, c'était un peu le contraire qui se passait. C'est-à-dire qu'on avait tellement d'images, il y avait eu tellement de représentations, que l'interrogation était surtout, c'est comment redonner une sorte d'impact à l'image, qu'est-ce qu'on en fait. Et donc pendant très longtemps, avec Khalil, on a plutôt voulu faire des images latentes, c'est-à-dire retirer l'image du flux. Et donc je vais vous montrer quelques images avant de montrer les images des martyrs. Alors voilà, donc en fait pendant très longtemps, pendant 10 ans, de 97 à 2006, on a eu une pratique d'images latentes, c'est-à-dire qu'en fait on a commencé à faire des images, évidemment à une époque où on envoyait nos images au laboratoire, et on s'est rendu compte qu'on les envoyait pas directement se faire développer. Et là, ça nous a un peu interrogés. On a commencé d'abord à mettre les dates pour ne pas oublier ce qu'on était en train de faire. Ensuite, une fois qu'on avait mis les dates, on s'est mis à décrire ce qu'il y avait dans la bobine. Puis ensuite, on s'est mis à écrire les photos qu'on prenait. Et ça nous a procuré une sorte d'impression assez intéressante. On s'est dit, en fait, est-ce qu'on a besoin de faire les photos ou de les voir? Et qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qui se passe quand on retire nos images d'un flux? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça leur donne plus de pouvoir? Est-ce qu'on peut travailler sur l'évocation des images à travers des textes? Et on s'est mis comme ça de façon totalement obsessionnelle à faire des images et à les archiver de cette manière, de les garder dans des tiroirs et de ne pas les développer. Et on a fait comme ça sur 10 ans des images latentes qui se sont sophistiquées un peu au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au départ, c'était toutes les images qu'on voulait faire, les images de notre vie, les images de notre quartier, les images de la ville, et on enregistrait comme ça des choses. On a même créé une petite fiction à l'intérieur des images à travers un personnage qu'on a suivi, qui est le personnage d'un photographe qui nous intéressait depuis longtemps. Et c'était une manière aussi d'assembler notre rapport au cinéma, à la fiction, avec notre travail artistique. C'était toujours des ponts qu'on essaye de mener. Et donc on a fait ça pendant très longtemps. Ensuite, on a commencé à écrire ces images, puis on en a fait des planches contact, et qui était toujours cette idée d'évoquer les images plutôt que de les voir, et qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça peut ouvrir dans l'imaginaire. Et on a arrêté ça en 2006. Et donc on était toujours très intéressés par la latence des images. Le rapport de la latence des images, c'est un rapport aussi très politique, dans un sens, quand on vit dans des villes où il y a eu des grandes violences, on se rend compte qu'on a toujours l'impression que la violence est latente, elle peut ressurgir à n'importe quel moment. On vit aussi entouré de fantômes, de choses qui ne sont pas résolues, d'êtres qui ont disparu. Au Liban, on a 17 000 disparus, dont l'oncle de Khalil, l'oncle maternel de Khalil. Et donc pendant très longtemps, on a vécu dans cette latence de personnes disparues. Et évidemment, la latence des images, pour ceux qui en font, c'est-à-dire que l'image, elle peut disparaître. Il y a cette idée-là que toutes ces images qu'on a faites et qu'on n'a pas développées peuvent ne pas revenir. Elles peuvent avoir totalement disparu. Si je prends ces rouleaux que je vais faire en 97 avec Khalil, il se peut que l'image ne garde plus rien. Et dans cette recherche qu'on avait, on a commencé à photographier les images justement de martyrs, ce qu'on appelle des martyrs. Je vais Donc en fait, au Liban, on est depuis toujours, ce dont on parlait, c'est qu'on vit entouré de photos de personnes mortes. Alors ce sont des personnes mortes soit au combat, soit assassinées, et ça depuis le toujours, même avant les guerres civiles. C'est une façon, une iconographie qui est très présente dans la ville. C'est toutes les factions, c'est-à-dire ce sont les chrétiens, les musulmans, les communistes,
tout le monde représente comme ça ces morts, en fait. Et et les quartiers sont divisés. Alors il y a des poteaux qui appartiennent au Hezbollah, d'autres qui appartiennent à Hamas. Les chrétiens mettent des affiches quelque part, et puis il y a des affiches et ça nous a beaucoup obsédés. On a même fait tout un travail sur des affiches électorales et tout ça. Et donc, évidemment, ce qui est très perturbant dans cette histoire d'affichage, c'est que les cadres sont présents, ils sont mis, ils sont vides, et après, il faut mettre une image dans le cadre. Donc, il faut aussi que des jeunes se fassent prendre en photographie avant de faire des opérations ou meurent pour que le cadre soit rempli. Et donc, on a fait aussi un travail sur le cadre vide, sur la présence du cadre vide, et qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme un martyr latent. Je veux juste signaler qu'on appelle martyr, parce que c'est un peu controversé comme terme, mais c'est dans l'habitude, on ne sait pas parce que c'est pas parce qu'on trouve que c'est formidable de faire ça du tout, mais c'est parce que on appelle ça martyr dans le langage courant. Et donc on s'est mis à photographier ces images parce qu'on s'est rendu compte que l'image disparaissait, qu'au fur et à mesure, et de façon assez étrange, l'image disparaissait. Il y avait surtout le visage qui disparaissait. Et donc on a commencé à photographier ces images-là, de portraits de plus en plus, et de revenir voir ce que le temps avait altéré au fur et à mesure. Et de se dire, la première impulsion, c'est de se dire, en fait, l'image n'est pas à la hauteur. On promet à ces gens l'héroïsme, mais finalement, l'héroïsme, voilà, il ne dure pas, leur nom est effacé, et puis leur visage est effacé. Et en même temps, après, comme on travaillait beaucoup sur cette idée de fantôme aussi, on a commencé à se dire, mais en fait, dans quel sens ces images doivent être lues? Comme une apparition ou une disparition? Est-ce que ce n'est pas des gens qui, quelque part, se retirent eux-mêmes de l'image, puisqu'on a l'impression qu'il y a une disparition. Et là, on a fait un travail avec des dessinateurs, où on a essayé de ramener ce qui continuait à apparaître dans l'image, à travers le dessin. Donc, et de voir comment on peut lire ces images. Voilà. Et comment est-ce que ces images peuvent influer quelque part? Comment on peut choisir aussi de les réfléchir? C'est aussi, on doit le lire comme une sorte de critique des médias disons, de masse ou de technologique, parce que par la fabrication manuelle, vous reconstituez presque comme une recherche détective la conséquence de la promesse technologique d'être toujours parfaite et lisible, ce qui n'est pas le cas parce que les encres sont traversées par la solarisation. Donc moi j'aimais assez bien le fait aussi que c'est le soleil qui brûle disons, la chimie, et donc elle fait aussi disparaître certaines zones qui sont évidemment les plus légères, et donc ces encres-là sont plus vite brûlées que les foncées. Donc c'est quasiment aussi, c'est un peu l'opposition entre la mémoire, donc l'attente, et la clarté ou la rationalité qui y voit clair. Donc on a à nouveau cette opposition presque freudienne entre ce qui est opulent et ce qui est clair par rapport à un culte d'héroïsme militariste. C'est un peu bizarre pour réfléchir à ça, je trouve. Mais de là, on va peut-être faire un saut vers, parce que ça c'est des inconséquences, disons, de la promesse de la perfection technologique vers peut-être aussi un phénomène de l'ère du digital, hein, du numérique, et aussi son ubiquité et son archivage parfaite et permanente, et la reconstitution de ça. C'est votre travail sur ces images
involontaires qui nous arrivent par email, par internet. Et donc c'est aussi l'adressa, parce que dans ces martyrs ou dans beaucoup de ce sont des images qui n'ont pas d'adressa directe, ce sont des images qui sont simplement affichées, publicitaires, dans le sens d'espace public, mais sans vraiment de contrepartie dans la communication. Et ceci est aussi une sorte de travail sur une communication sans vraiment de contrepartie. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a travaillé beaucoup sur ces images-là. Et évidemment, pour nous, c'est assez... il y a une forme de provocation à faire ces images, surtout aujourd'hui, parce qu'on voit bien combien ce mythe se propage de l'héroïsme et du martyr et du paradis et tout ça. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a ressenti le besoin de sortir de cette histoire aussi de latence et d'image et de sa disparition pour continuer seulement à travailler sur les imaginaires. Parce que nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est cette idée d'imaginaire. Et en fait, on a commencé à archiver à la fin des années 90, vers 99, des emails étranges qui nous arrivaient et qu'on ne comprenait pas très bien, qui étaient ces mails que vous avez sans doute reçus aussi, qui sont structurés d'une façon assez précise. On vous dit, cher monsieur, je vous écris parce que, en fait, je suis le fils de... Alors c'est souvent un politicien, un dictateur africain, quelqu'un du monde arabe, ou le fils de Kadhafi, de Moubarak, la femme de Arafat, enfin des gens comme ça, et qui vous racontent combien, en fait, c'est très difficile pour eux en ce moment, qu'ils vont pas bien, qu'ils sont malades, et qui ont une très grosse somme d'argent qui a été oubliée dans une banque au Bénin, dans un coffre ou je ne sais où, et que en fait ils savent pas comment faire sortir cet argent et ils ont besoin de votre aide. Et on leur a beaucoup parlé de vous et vous êtes la seule personne en qui ils ont confiance pour les aider. Et donc évidemment, quand on reçoit ces mails au départ, en 99 et 2000, on ne sait pas du tout ce que c'est et on se trouve ça très étrange. Et on les garde en se demandant si on ne va pas répondre à ça. Et puis petit à petit, on commence à les archiver, on les garde. Tout le monde nous les envoie parce que tous nos amis, les gens avec qui on travaille, commencent à se dire « Ah, ils s'intéressent à ça ». Donc on commence à en avoir énormément. Et au bout d'un moment, on les sort tous, on les lit et on se rend compte que quelque part, ces mails, si on les met bout à bout sur une dizaine d'années, ils sont en train de surfer sur tous les événements récents qui ont eu lieu. Donc les guerres, les révolutions, les problèmes économiques, les problèmes écologiques, les ouragans, les tsunamis, mais aussi les crises financières, Madoff, tout ça. C'est assez étrange parce qu'en les lisant, on se rend compte que bien sûr les gens qui les écrivent, qui sont un groupe assez organisé en général, vont surfer sur des événements très précis, où nous, à qui on va adresser ces emails, à qui ces emails vont être adressés, on va croire que la corruption ici est possible, qu'il y a une faille dans le système et dont on pourrait en profiter. Et donc, ce faisant, en fait, ils réécrivent une histoire parallèle du monde. Et ça, on avait trouvé ça assez incroyable. Et en même temps, ils appuient sur ce qu'ils pensent être les imaginaires de ceux qui vont le recevoir, c'est-à-dire la représentation qu'on aurait du monde africain, du monde arabe, de la Russie, de l'Asie. Ils travaillent là-dessus. Et la plupart du temps, on n'a pas vraiment d'image, disons, des pays européens dans tout ça. Les pays européens, la corruption ne se passe pas là, ou les États-Unis. Ça se passerait ailleurs, dans la tête de... Je vais vous montrer quelques images, en fait. Donc déjà, bon, c'est ce genre de email qu'on reçoit. Et puis c'est maintenant, par exemple, il y a beaucoup de retours de la religion. Je veux donner mon argent à un bon musulman, à une bonne chrétienne.
Et en faisant nos recherches, on s'est rendu compte que c'est une arnaque très vieille, qui date du XVIIIe siècle et même un peu auparavant, mais qui s'est bien institutionnalisée au XVIIIe siècle, avec ce qu'on appelait la lettre de Jérusalem, qui était en fait des gens qui écrivaient en disant à des nostalgiques de la Révolution française, en disant mon maître et moi, on a fui, et en fuyant, en fait, on a caché une cassette dans un champ. Maintenant, je suis en prison, mais si vous m'aidez à sortir de prison, je peux vous indiquer où c'est. Et petit à petit, on envoie un peu d'argent, puis on envoie plus d'argent, et puis c'est comme ça que ça se passe. Et donc cette arnaque, c'est exactement la même. Si vous lisez le texte, c'est tout à fait la même structure, la même façon de faire. Et donc notre idée, c'est pour éprouver un peu cette idée de foi et de croyance. Qu'est-ce qui fait qu'on répond? Parce qu'il y a des millions qui sont transférés chaque année, et beaucoup de gens qui répondent, un nombre assez hallucinant de personnes qui répondent, surtout basées aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon. On a eu envie de faire jouer une sélection de ces emails à des acteurs et de voir ce que ça pouvait donner, en fait. À quel moment on va y croire et à quel moment la croyance va être rompue. Parce que ce qui nous intéresse le plus, c'est cette idée de qu'est-ce qui fait que ça fonctionne jusqu'à un moment. Ça, c'était les géométries de l'espace, en fait, où on montre, on a fait des sculptures pour voir les trajectoires de ces mails, d'où ces mails partent et quels pays ils mettent en cause. Et donc on en a fait sur 3 années assez prolifiques qui sont les 2005, 2008, 2009, où on voit en fait, ça reprend en fait le globe terrestre et on voit très bien comment certains pays sont pas du tout affectés par cette histoire de email et de corruption et d'autres sont au contraire ce sont la cible. Donc ils partent pas tous de Nigeria. Non, ils partent peut-être du Nigeria, mais c'est pas là où ils sont mis en cause. Ils sont écrits là-bas, mais ils mettent en cause beaucoup d'autres pays. En fait. Et c'est pas seulement les pays donateurs, ou les bons chrétiens, ou les bons NGO avec une culpabilité vis-à-vis de la misère du monde qui sont adressés. Non, en fait, il y a plusieurs en fait, cibles. Il y a celui qui est justement qui veut aider, qui pense que c'est une façon d'aider, mais qui en même temps veut le profit, parce que ça va lui rapporter de l'argent, donc il se dit j'aide quelqu'un d'un pays comme ça, en même temps je me fais de l'argent, parce qu'il y a aussi le retour sur investissement, et aussi il y a cette idée d'être l'élu, c'est-à-dire vous êtes la seule personne en qui j'ai confiance, et c'est assez fort cette idée-là, mais c'est aussi, ça surfe un peu sur une sorte de post-colonialisme un peu étrange, de se dire oui, en Afrique, bien sûr, il y aurait de l'or caché quelque part, c'est normal, mais pas dans un autre pays, par exemple. Et cette idée-là, elle était pour nous aussi très intéressante pour travailler sur les constructions d'imaginaire, mais aussi pour voir qu'est-ce qui fait que... Parce que les gens, quand ils répondent et ça va très très loin. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'argent qui sont mis en cause et très étrangement, quand on a commencé à travailler sur ça, il y a une amie dont le père a commencé à répondre à des mails qui revenaient du Bénin, et c'est pas des gens forcément naïfs, c'est un grand médecin très connu qui a commencé à faire ça. Et donc on l'a appelé, on lui a dit écoute, on a beaucoup de documents, parce qu'on a rencontré aussi un scammer, c'est tout un travail qu'on a fait qui nous raconte comment ça fonctionne. Et il nous a répondu, on lui a dit voilà, on aimerait te montrer que tu es en train de répondre à des arnaques. Puis il a dit d'accord, puis il a repris tout de suite conscience, il a dit non, mais en fait je connais tout ça, mais moi c'est différent. Moi, c'est autre chose. Et c'est cette idée d'être toujours dans un autre processus par rapport à l'écriture de l'histoire qu'on trouve aussi très, très pertinent, en fait. Et c'était quoi son motif à lui? Pourquoi il a répondu? Parce que c'est ce qui m'intéresse par rapport à ça, quand on parle d'art ou de fiction dans laquelle nous sommes, c'est l'adressat, c'est dans la triangulation, c'est pas le message. Le message peut être relativement stéréotype et disons archaïque, parce que ça se répète depuis probablement le Moyen-Âge.
mais c'est en fait c'est l'adressat qui est inconnu, qui est involontaire quasiment. Et c'est là-dessus que c'est le spectateur dans le cinéma, en fait, la personne imaginaire qui est adressée par une fiction, en fait. Mais évidemment, c'est aussi par rapport à un document, c'est un autre type de document qui promet quelque chose, comme une photo ou comme un film promet quelque chose qui ne tient pas. La photo s'érode ou le film perd de son émulsion ou se fait aussi ranger dans des bacs et se fait oublier. Parce que peut-être qu'on va aller faire ça aussi. C'est la question qui moi m'intéresse par rapport à cette stratégie d'archivage qui évidemment a été une sorte de pas seulement métaphore pour la mémoire ou pour disons le hard disk aujourd'hui, mais c'est aussi pour l'oubli. Donc on connaît tous des histoires de partitions, je sais pas moi, de Mozart qui se retrouvent encore il y a 2 ans à Leipzig parce que quelqu'un l'a mal rangé, donc pendant 250 ans on l'a oublié. Ou on ne l'a pas retrouvé, on ne l'a pas oublié, mais on ne l'a pas retrouvé. Donc disons, la facticité, le fait, la preuve, tous ces éléments, le document qui constitue l'écologie, disons, des archives, qu'on ait aussi son contrepoids, c'est celui, disons, pas de l'attente, mais vraiment de la réfutation, c'est-à-dire l'oubli. Et comment ces éléments de l'oubli peuvent être remémorisés, comment, et de mémoire, évidemment, on est tout de suite à histoire, et donc quelque chose de plus, à nouveau, plus manifeste. Mais c'est peut-être parce que vous ne montrez pas le film le plus récent que vous avez merveilleusement fait avec Ethel Adnan, interpellé sur sa force mnémotechnique, c'est encore assez incroyable. En fait, je vais répondre d'abord à la question de l'adresse, parce que je pense qu'elle est absolument essentielle et qu'elle est au centre de toutes nos préoccupations et de notre désir de montrer dans ce geste-là. Et c'est vrai que pour nous, que ce soit dans le cinéma ou dans le travail, la recherche artistique, pour nous, c'est vraiment la recherche, justement. Et la recherche, c'est une recherche qui se fait adressée à. Et dans ce travail sur les scams, une des choses qui nous semblait le plus importante quand on a donné aux acteurs les textes des scams, c'est justement cette adresse-là, de dire ce texte et de voir qu'est-ce qui fait que dans notre esprit, on va y croire et jusqu'à quel moment. Et pourquoi est-ce qu'on croit à ces films? Enfin, on sait tous combien c'est factice, et le cinéma et le théâtre et tout ça, mais pourtant, il y a un désir qui est tellement plus fort. Et c'est ça, le désir de croire est plus fort que le réel. Dans le cas, par exemple, du père de notre ami, le désir de croire est beaucoup plus fort que tout ce qu'on peut lui apporter. C'est un désir qu'il a. Et donc, une des installations qu'on a faites autour de ça, c'était la rumeur du monde, en fait. Et cette rumeur, c'est cette idée de mettre des gens qui disent... qui disent ces scams, ça ne marche plus, qui disent ces scams et en fait qui font que quelque part on va les écouter jusqu'à un certain moment et qu'après justement la confiance qu'on a va se rompre, mais à quel moment exactement elle se rompt. Et en fait, cette idée-là de croyance est très liée pour nous à l'imaginaire. Et en fait, beaucoup plus que la mémoire, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire, en
fait, comment l'histoire s'écrit, comment l'archive s'indexe, parce que l'indexation de l'archive, c'est son écriture, c'est l'écriture de l'histoire. Qu'est-ce qui demeure, comment opposer à l'histoire officielle, par exemple, des histoires qu'on appelle, nous, anecdotiques, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire d'histoires tenues secrètes. Ces histoires tenues secrètes qui sont un projet spatial qui a eu lieu dans les années 60 au Liban, mais qui est totalement oublié, des histoires individuelles qui peuvent peut-être raconter plus ou différemment, en tout cas, que l'histoire officielle écrite par certains. En tout cas, c'est un questionnement commun qui est très présent parce qu'il n'y a pas d'écriture de l'histoire, quelque part. Et dans le film avec Etel Adnan, l'idée, c'était que Etel Adnan, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une poète et une artiste qui a aujourd'hui 94 ans et qui est assez emblématique en fait, on avait quelque chose en commun, elle et moi, c'est-à-dire que mon grand-père est né à Izmir en Turquie, c'était un grec de Izmir, aujourd'hui on dit Izmir. On ne peut plus dire. On ne peut plus dire Smyrne, on dit Izmir. Et donc il est né là-bas. Et la mère d'Etel était grecque aussi, de Izmir. Et ils ont dû tous les deux partir. Mon grand-père a 12 ans. Il a été chassé par les Turcs avec sa famille. Et la mère d'Etel a épousé un officier de l'Empire ottoman, de l'armée de l'Empire ottoman. À l'époque, il était syrien, et quand l'Empire ottoman a été démantelé, il s'est retrouvé un peu... il vivait à Izmir, et il avait épousé cette femme, ils ont dû partir tous les deux, et c'était un ami d'Atatürk, il avait étudié avec lui, mais bon, il ne pouvait plus avoir vraiment de fonction une fois que la structure de l'Empire ottoman avait évolué. Et pendant très longtemps, il y a deux choses qui m'intéressaient beaucoup. D'abord, l'Empire ottoman, qui est quelque chose dont on parle très peu. 400 siècles de domination dans notre région, très important. Erdogan en parle quand même beaucoup. Erdogan en parle, mais nous, on n'en parle pas beaucoup, disons. Et qu'est-ce que ça veut dire et comment ça a redessiné quelque part tout ce qui se passe dans notre région, dont là, pour le coup, on parle différemment. Donc ça nous intéressait beaucoup de relier à l'Empire ottoman, en tout cas... et puis à cette idée de cosmopolitisme aussi, parce que Izmir c'était une ville très cosmopolite avec des Grecs, des gens il y avait des Arméniens, des Italiens, il y avait une communauté juive importante, donc c'était cette idée aussi de cosmopolitisme qui nous intéresse aussi, comme des villes comme Alexandrie ou comme Beyrouth, enfin des villes comme ça, où aujourd'hui qu'on voit beaucoup de nationalisme et de trucs affreux en isme qui arrivent, on peut se dire que voilà, il y a quelque chose à comprendre. Et c'est aussi la mémoire de Smyrne a été complètement évacuée par Atatürk et par le nationalisme ultra zéleux depuis. Oui, c'est-à-dire si vous tapez Izmir, vous allez trouver des snack bars dans le monde entier où vous n'allez plus trouver quasiment aucune trace de son histoire. La ville a été brûlée, en fait, quand les Grecs sont partis, ils ont brûlé toute la ville. Et par exemple, Etel, qui est né je crois en 22, voilà, quelque chose comme ça, et mon grand-père ne sont jamais retournés, ni ma famille, personne. Et cette idée-là était, qu'est-ce que ça fait dans l'imaginaire, ces villes, ces lieux, c'est le vécu de nos parents ou de nos grands-parents, en fait, qui nous imprègne d'une certaine façon, alors que ce n'est pas ni notre vie, ni notre présent, mais ça nous imprègne, ça nous habite. On était intéressés avec Etel de parler de l'imaginaire de ça, l'imaginaire de l'histoire, l'imaginaire du trauma qui se transmet, mais sans qu'on comprenne très bien, l'imaginaire d'une ville qui n'existe plus. Et donc on avait ce projet d'aller toutes les deux là-bas et ce projet ne s'est pas fait comme ça, parce qu'elle ne voyage plus, que puis on a laissé les choses se faire. Et puis donc, le film parle de ça, de ce voyage impossible, et de comment on peut, en fait,
se débarrasser de ça d'une certaine façon, pour vivre autrement. Comment on peut comprendre et accepter que ça, c'est plutôt un imaginaire et que la façon dont nos parents ont été possédés par la perte n'est pas forcément la façon dont nous, on devrait vivre cette perte aussi. Oui, il y avait quand même quelque chose qui m'a fort frappé dans la réaction d'Ethel Adnan, qui a, je ne sais pas quel âge elle a, mais un âge relativement avancé. C'est aussi un tour de son appartement. C'est assez beau de voir comment faire le tour d'une grande intellectuelle libanaise-diasporique, mais quand même aussi une énorme intellectuelle qui vit quasiment dans son appartement, dans un imaginaire ou dans un monde construit. Et puis, votre film montre aussi l'extérieur, donc une sorte d'antenne vers Smyrne, vers un monde vérifiable, vérifié. Mais c'est aussi ce qui m'a frappé, à quel point elle est lucide sur certains éléments d'histoire qui ne peuvent pas être lus, mais qui ont quand même été transmis parce qu'elle n'a pas vécu, et que votre histoire de votre famille, on met le puzzle ensemble, et il y a des points névralgiques qui sont des éléments de l'histoire qui ne sont pas de l'anecdote, mais qui sont des faits historiques de l'atrocité, de la nettoyage ethnique, qui sont qu'elle sait à tel endroit, à tel coin de rue, il y avait ça. Et donc on peut quasiment reconstruire une autre histoire qui n'est pas celle de l'histoire formelle ou officielle. Et donc là, on recoupe de nouveau avec l'histoire de Beyrouth. Il n'y a pas d'image officielle de notre pays, parce qu'il y a tellement de fractions, et puis ça n'a jamais intéressé quelqu'un auparavant, on était occupé par quelqu'un d'autre, et de toute façon, on n'avait que des clichés en tête quand on parlait de l'Orient. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, cette histoire fragmentée aussi, c'est un peu ce qu'on essaye de remonter ensemble, d'une certaine façon, avec Ethel. L'idée n'est pas de parler seulement de nous, bien sûr, ou de notre perte à nous, mais de réfléchir, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire quand son père, officier de l'Empire ottoman, très proche d'Atatürk, épouse une grecque, à quoi ressemble sa vie après, que veut dire être fidèle à un certain engagement. Et pour nous, c'était assez important, cette idée d'écrire une histoire un peu parallèle, ce que j'appelle anecdotique, c'est-à-dire tenue secrète, par rapport à des histoires plus officielles, parce que quelque part, c'est pas que l'histoire est importante autant que la transmission, c'est-à-dire que ce qui se transmet, ce qui va s'échanger, ce qui va continuer en fait une présence, un imaginaire, ce qui va s'échanger aussi. Et c'était aussi le plus important, c'est aussi qu'Ethel, c'est une poète, et que la poésie et l'art aujourd'hui dans un monde quand même qui nous semble assez chaotique, dans une région, la nôtre, qui est en train de couler vraiment, opposer une forme de parole poétique était presque vitale. À côté de la vidéo avec Ethel, on montrait une autre vidéo jeu de paume qui s'appelle En attendant les barbares, qui est tirée d'un poème de Cavafi, de Constantin Cavafi, qui lui aussi, un poète grec, qui a vécu toute sa vie à Alexandrie, et qui est considéré comme l'un des poètes grecs les plus importants. Et ce poème est pour nous assez emblématique parce que c'est justement des gens qui attendent des barbares qui vont arriver, et finalement ils sont totalement paniqués parce que quelqu'un vient des frontières et dit mais il n'y a pas de barbares, qu'est-ce qu'on va faire sans barbares, parce que ces gens-là c'était quand même une solution. Et ça nous semblait aussi très pertinent de rappeler comment le barbare, c'est celui qui ne parle pas notre langue, opposé à la poésie, qui est un travail de la langue, et qui aujourd'hui, où on a l'autre comme une adversité, en fait, et que tous les problèmes qui sont en Europe, tout ça, c'est l'autre, c'est celui-là, là-bas, le barbare, d'une certaine façon. Comme nous aussi dans la région, c'est pareil. Donc on se disait, c'est quand même cette idée-là de peut-être
il se passe quelque chose qu'il y a à résoudre entre nous, d'une certaine façon. C'était aussi ce que dit Ethel dans ce qu'elle dit. Je pense que c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'évidemment, on peut toujours se retomber sur les Ottomans qui ont cet empire qui a duré plus longtemps que celui des Romains, quand même. Donc, dans notre esprit, les Romains sont plus importants. Évidemment, ils ont repris de l'Empire ottoman s'est posé sur les épaules des Romains de l'Est. Mais donc, il y a aussi la question de Saxe-Pecot, qui est en Beyrouth, qui est quand même une sorte de degré zéro. Hein, à partir de là, l'histoire commence, et de la trahison des Français, si je suis bien informé. Parce que les chrétiens se sentent souvent trahis après la Deuxième Guerre mondiale par le fait que les Français n'ont pas tenu parole, ils ont abandonné ou abandonné, ils se sont pas très bien comportés aussi avec les questions israéliennes ou l'expansion israélienne. Et donc qu'il y a cette question d'être occidentalisé et abandonné. Parce que, évidemment, les intérêts géopolitiques non plus, les agendas varient, et donc on laisse tomber des intérêts des populations locales pour d'autres intérêts. Oui, bien sûr. En fait, c'est très présent dans le film Izmir, parce que, en fait, évidemment, à la fin de l'Empire ottoman, ce qui se passe, c'est on redessine les frontières. Et c'est pas, justement ces accords dont parle la Saxe-Picot, mais c'est-à-dire qu'on redessine les frontières parce que ça arrange les Britanniques, les Français, ils se divisent en fait cette région, et on voit ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui on est quand même dans c'est la continuité de toute cette politique, une politique qui a été faite au détriment quelque part de ces des populations en fait. C'était juste un partage, et puis évidemment une recolonisation et qui a au Liban, par exemple, si je vous explique en 2 minutes le système libanais, c'est absolument absurde, parce que les Français ont fait un recensement. Il y a eu un mandat français qui a duré 25 ans. Et dans ce mandat français, d'abord, la francophonie ne vient pas forcément du mandat, elle était là avant. C'est les jésuites qui ont ramené la francophonie. Et les alliés des Français, c'était les Maronites, qui est une faction chrétienne très peu propagée, à part qui existe que dans le Liban au Liban et en Syrie. Et donc en fait, les Français ont prétendu faire un recensement. Et ils ont dit la population la plus importante, ce sont les Maronites. Donc en fait, on va rediviser à travers le recensement tous les postes politiques. Donc en fait, le président de la République sera toujours maronite. Le Premier ministre sera sunnite, le président de la Chambre sera chiite. Et en fait, ils ont confessionnalisé comme ça tout le système politique, puis tout le système administratif, puis tout le système. Donc en fait, si quelqu'un est orthodoxe ou je sais pas quoi, il ne peut pas être président de la République. Donc ça a commencé comme ça, puis c'est une gangrène qui était sûrement peut-être présente, mais qui s'est propagée de façon extrêmement forte dans les esprits, en fait, cette idée de... il n'y a pas, c'est pas quelque chose qui arrive avec le mérite, ou parce que voilà, un directeur d'une institution devra être d'une certaine religion. On ne peut pas donner vraiment des aides aux artistes ou aux cinéastes, parce que je ne peux pas donner à un chrétien sans donner à 3 musulmans, mais 3 musulmans c'est un druze, et c'est comme ça. Donc c'est assez intéressant. Si vous pensez que Bruxelles était compliqué. Voilà, si vous pensez que Bruxelles est le problème des langues, mais là c'est... Mais ça c'est la question Beyrouth, évidemment, ou la question des narrations officielles, parce qu'évidemment, tout pouvoir de se légitimer, le mieux c'est de remonter aux Romains ou même avant, parce que comme ça on a les grands textes et les livres, et peut-être aussi la Terre sainte, et peut-être le paradis, parce que évidemment vous êtes proche du paradis, plus proche que nous, et donc c'est la terre promise. Donc le paradis était peut-être quelque part en Syrie, peut-être en Irak, il
c'est pas, le Liban, c'est pas loin. Donc on a ces narrations nationaux qui évidemment sont extrêmement précis, je trouve, dans The Lebanese Rocket Society, cette fiction, mais qui est basée sur quand même, je dirais pas que c'est de l'anecdotique, parce qu'il y a eu des traces, disons, dans des médias globaux, hein, donc ça n'est pas de l'ordre du personnel ou de l'individuel, c'est vraiment quelque chose qui a été répandu, donc peut-être que ça a été, ça a disparu de la mémoire ou des traces, mais ce n'est pas quelque chose de l'ordre de l'anecdotique, c'est quelque chose qui est complètement fantasmagorique, mais c'est du Méliès vivant, quoi. Ouais. C'est incroyable. En fait, ce qui était très intéressant sur Lebanese Rocket Society pour nous, c'était cette histoire d'un projet spatial qui a eu lieu de 60 à 67 au Liban et dont on n'avait jamais entendu parler. Donc ça, c'était un peu cette idée-là, quelque chose qui s'était presque retiré de l'imaginaire collectif et qui ne correspondait pas du tout à cet imaginaire. C'est-à-dire qu'au Liban, dans la région, c'est plutôt la tendance de croire qu'on n'a jamais rien fait de scientifique, que quand on a un esprit scientifique, il se bat aux États-Unis ou en Europe, et qu'on n'est pas capable quelque part de faire quelque chose de cet ordre, parce que c'est aussi cet imaginaire qu'on a sur soi-même. Et surtout cette période de 1960 à 1967, une période totalement cruciale dans la région, parce que après ce qu'on se disait sur l'Empire ottoman et la façon dont l'histoire a été réécrite par les Occidentaux, en tout cas certains autres gouvernements, il y a une reprise en main quelque part du monde arabe, une sorte d'idéal de panarabisme qui va commencer en Égypte avec la figure de Abdel Nasser et qui va se propager et qui va beaucoup diviser la région. C'est-à-dire que c'est aussi un élément très important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une aspiration arabe très forte et une aspiration qui est plus occidentalisée, qui vont continuellement s'affronter. Et donc ce rêve d'espace, le découvrir en fait au Liban et voir qu'en fait il y a eu un projet assez sérieux qui est né dans une université arménienne. Il y a eu, beaucoup d'Arméniens ont trouvé refuge au Liban après 1915 en fait, et donc et le massacre des populations arméniennes et des Arméniens venus de partout dans la région et des Libanais ont construit ensemble des fusées qu'ils ont envoyées dans l'espace, et des fusées qui étaient de plus en plus performantes et qui ont fonctionné de plus en plus, et même il y avait un projet d'avoir des satellites, et puis le projet a été arrêté en 1967. Et ce qui était le plus fort, c'était cette idée qu'en fait, on n'en savait absolument rien. Et quand on a commencé à travailler sur ce projet, à cause de ce timbre, en fait, grâce à ce timbre peut-être, on a trouvé ça et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, en fait? Et il y avait des images dans un livre, justement, de la Fondation Arabe pour l'image. Il y avait 2-3 images comme ça. C'est un livre qui s'appelle Vehicles, donc, voilà, et qui c'est sous les véhicules dans le monde arabe. Et après avoir vu ce timbre, on a commencé à faire des recherches et on a vu ces images de la Fondation et on s'est dit, tiens, comme c'est étrange quand même. Et là où on posait des questions, on nous disait toujours, mais non, mais ça c'est totalement ridicule, ce projet c'est rien en fait. Et c'est là où on a voulu chercher de plus en plus. Et on a fait ce film que vous pouvez voir demain, qui s'appelle The Lebanese Rocket Society, et beaucoup de projets autour de ça. Et cette question-là de pourquoi ce projet a été oublié était une question qui nous permettait de réouvrir quelque part tout le chapitre de l'histoire des années 60 jusqu'à aujourd'hui et un peu au-delà, et de la représentation qu'on avait de nous-mêmes en fait, et comment l'histoire, l'écriture de l'histoire et la disparition de certains éléments refaçonnent aussi la représentation qu'une société a d'elle-même. Oui, c'est juste avant la guerre de 6 jours, donc cette supériorité militaire arabe vis-à-vis d'Israël a été complètement inversée, disons, par deux conflits relativement violents. Et donc la construction de l'État sur la science de pointe ne tenait plus la route, donc cette supériorité technologique a été, disons, renvoyée au brancard
cette guerre de 6 jours. Donc, mais la question est aussi pourquoi cet État ne veut plus revendiquer ça. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Est-ce que c'est par sa fragmentation? Est-ce que c'est parce qu'il y a d'autres mythologies ou d'autres légendes qui se sont installées? Peut-être les martyrs ont remplacé les fusées, je ne sais pas. En fait, c'était la question aussi qui nous a le plus intéressés. C'est-à-dire, d'abord, c'est une question qui, pour revenir à notre discussion un peu du tout début, c'est-à-dire sur l'archive. Il n'y a pas de mémoire aussi de cet événement, parce qu'on voit dans le film, on cherche beaucoup, tout ça, il n'y a plus d'image, il n'y a plus de représentation. Les représentations, avant qu'on fasse le film, elles sont très peu présentes, elles ne peuplent pas notre imaginaire, on passe à côté du timbre, on ne le voit pas. Donc c'est aussi le rapport à comment on lit une image. Quand on n'a pas d'informations, en fait, on peut ne pas lire du tout une image. Ensuite, l'indexation, quand on faisait des recherches, en fait, la façon dont le peu d'images qu'il y avait sur ce projet était indexé, on ne pouvait pas le trouver, en fait. Et ça nous a fait beaucoup réfléchir sur la façon dont l'indexation, c'est l'écriture de l'histoire aussi. Et puis, donc, il y avait un élément objectif, manque de représentation. Mais ça ne peut pas être le seul élément. Et ça, c'est ce qui nous a beaucoup poussé à faire le film, en se disant, on nous dit toujours, il ne faut pas parler de choses qui sont négatives et tout ça, mais ça, c'est quelque chose de positif. Donc pourquoi ça disparaît de notre imaginaire? Et donc c'est peut-être un des éléments de réponse qu'on donne dans le film, c'est aussi peut-être qu'après justement la guerre de 67, qui a été une défaite arabe, la représentation a beaucoup changé. Voilà. Et puis il y a eu la guerre de 73, mais qui n'a pas restauré l'image du monde arabe, parce que ça a été une défaite inimaginable. En fait, c'est en revoyant des images d'archives que je me suis rendu compte combien c'était foudroyant. Et la guerre n'a pas duré. On parle de la guerre de 6 jours, mais en fait, elle n'a pas duré 6 jours. Elle a duré beaucoup moins. Et ça, c'est assez intéressant. Dans le monde arabe, on ne dit jamais la guerre de 6 jours. On dit la guerre de 67. Parce que la guerre de 6 jours, c'est la guerre de 6 jours et le 7e jour, il y a eu. En fait, c'est la victoire. C'est biblique, en fait, de l'appeler la guerre de 6 jours. Alors que la guerre, elle a été balayée très vite. Et c'est ce projet-là, ce qui était fort dans ce projet, c'est que c'était un projet scientifique. C'était un projet pour la science, pour l'éducation. Il était né dans une université arménienne. Il était né avec des gens qui voulaient se dépasser, qui voulaient être contemporains du reste du monde, c'est-à-dire partager le même temps, parler avec le reste du monde. Parce que tout le monde était obsédé par les fusées et l'espace et tout. Ça paraît un peu abstrait aujourd'hui, mais c'était tous les jours. Et chez nous aussi, évidemment. Ouais. C'est avant l'atterrissage sur la Lune, donc c'est la grande course à l'espace. Vers l'espace. Et en fait, c'était peut-être ça aussi un des éléments de réponse, c'est que se voir en train de faire des fusées pour l'éducation, pour quelque part la science, ça ne correspond pas à ce qui est arrivé après de nous-mêmes, avec la défaite arabe qui a été un traumatisme énorme pour les générations à venir, et aussi au Liban. Donc en fait, nous, ce qui nous intéressait beaucoup, c'était d'abord de raconter l'histoire de ce projet-là. Et donc on a fait toute une partie du film et de beaucoup de projets artistiques autour de l'image et de sa disparition, de sa réapparition, de la narration qui recommence. Et aussi, on a voulu aller contre un peu cette idée d'aujourd'hui, si on voit une fusée dans le monde arabe, c'est forcément un missile pointé vers Israël, c'est forcément militaire, c'est forcément guerrier. Et donc, on a reconstruit une des fusées, qui était la fusée la plus emblématique du projet, qui c'est la fusée Cedar 4. Et on l'a reconstruit à l'identique, et on l'a construit et on lui a fait traverser la ville pour aller jusqu'à l'université Haït Gazian, où ce projet a commencé, et on l'a installé. C'était bien sûr, il y avait un côté, c'était très très complexe de faire traverser la fusée, parce que d'abord, il fallait prendre des dizaines et des dizaines d'autorisations. Ensuite, personne ne comprenait ce qu'on faisait. C'est-à-dire, on venait, on disait, voilà, on fait un traverser. Mais pourquoi faire? Pourquoi vous voulez faire traverser une fusée dans un pays comme ça? Et là, on expliquait, là, on regardait, genre, mais c'est dangereux, mais ça va pas. Et après,
on voit un peu dans le film, on va voir les ministres et tout ça, et puis l'idée c'est d'informer tout le monde, parce qu'on ne peut pas parler directement à Israël, donc il faut aller sur les télévisions et dire le mot fusée, dire que c'est dans le domaine de l'art. Et c'était un peu notre idée, c'était ça, c'était qu'en fait, il n'y a que dans le domaine, quelque part, de l'art, que le territoire, aujourd'hui, peut être repoussé. Le territoire qui se rétrécit. Et donc, faire traverser la ville avec la fusée, c'était un grand moment, en fait. Vous auriez pu être détruite par un drone israélien, hein? Oui, bien sûr, c'était un peu... Moi, j'ai pas dormi pendant un moment avant de faire cette traversée, mais l'idée, c'était justement d'aller dans un réel, de réactiver quelque chose du passé aujourd'hui, de reprendre cette fusée qui traversait très tranquillement dans les années 60 de l'université Haïgazian vers la rampe de lancement qui se passait à Dboye. C'est une région du Liban, et comme bizarrement l'usine dans laquelle on a construit cette fusée était à Dboye aussi, dans le même très proche de cette rampe de lancement. Pour nous, c'est devenu inconcevable de ne pas refaire en sens inverse, des années plus tard, ce chemin-là. C'était comme un peu une provocation au temps et au rétrécissement des imaginaires et des territoires, de refaire traverser la fusée avant de l'installer devant l'université. Évidemment aussi, nous, on n'a pas de monument commun. Le rapport au monument, on est extrêmement critique envers ça. Donc mais on n'en a aucun commun dans la région. Le cèdre. Le cèdre, oui, c'est ça, notre arbre. D'ailleurs, les fusées s'appellent Cedar. Ça s'appelle Cedar 1, 2, 3, cèdre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Mais c'est vrai que aussi imaginer ce que ça aurait pu être si le projet avait continué, c'était aussi assez intéressant de se dire est-ce que si ce projet scientifiquement avait continué, est-ce que s'ils avaient eu ce satellite qu'ils étaient prêts d'avoir, qu'est-ce qui aurait changé? Comment les choses auraient pu s'écrire? C'est aussi en dehors du bloc, disons, de la guerre froide. C'est pas piloté par les Russes, c'est pas piloté par les États-Unis. Donc, Liban avait une sorte de position à part. C'était les Cubains ou c'était qui alors? Oui, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, c'est vraiment un petit groupe. On voit bien de personnes, et ils finissent par être approchés par évidemment les soviétiques à l'époque, les Américains, et ce sont les Français qui arrêtent le projet, qui disent c'est devenu trop dangereux parce que une des fusées était arrivée à Chypre, enfin c'était tout un truc. Donc voilà, c'était cette idée-là qu'ils étaient pilotés par personne. C'était des gens dont le professeur que vous verrez dans le film de Manouk Manoukian, un homme assez hallucinant et qui vraiment voulait apprendre foot fusée et qui trouvait que c'était une bonne façon de faire comprendre les mathématiques, la propulsion à ses étudiants. Donc ils commencent par des fusées toutes petites comme ça, puis ils ont beaucoup de succès. Et évidemment, les militaires commencent à essayer de récupérer cette fusée-là. Wernher von Braun libanais. Oui, alors il y a justement le von Braun très présent à ce moment-là dans le monde arabe. Puisqu'il y a beaucoup de nazis qui partent en Égypte, de scientifiques nazis qui sont récupérés par l'Égypte et par Abdel Nasser pour construire, lui, des fusées militaires. Von Braun a été kidnappé par les États-Unis, donc c'est dans le sens inverse. Ce qui m'intéresse aussi par rapport à ce que vous avez dit, c'est la question de l'indexation. Parce que, évidemment, l'indexation, c'est comment faire disparaître, si on veut, comme vous avez décrit, c'est-à-dire il doit y avoir un agenda quelque part de morceler, de fragmenter, de faire disparaître certaines traces ou certaines narrations qui auraient pu avoir une contre-narrative ou une narrative de cohésion par rapport à morcellement ethno-religieux. Mais c'est aussi la question évidemment de l'administration, qui est une sorte de logique interne par rapport aux archives, qui est bien différent que celui de la mémoire, qui est bien associative et qui est bien, disons, beaucoup plus continue par rapport à l'indexation. Ça me fait toujours penser à ce qu'on décrit du cinéma, c'est-à-dire une sorte de séquenciation par plan, séquence. Donc, c'est que le document est enseveli quasiment verticalement, comme s'il y a un plan
est aussi dans une bobine de pellicule, est aussi, disons, dissocié des autres en soi, mais peut devenir une continuité, donc une sorte d'élément de mémoire ou d'imaginaire. Et parce que vous avez beaucoup travaillé sur cette séquenciation par l'indexation, et peut-être, mais c'est évidemment la question qu'on pose à tous les cinéastes, quelle est votre par rapport à ça, quelle est votre façon de monter, de montage, parce qu'il faut reconstituer tous ces éléments disparates et en faire de nouveau un geste épique ou un geste narratif. Mais en fait, je trouve que c'est une question qui est assez fondamentale dans le sens que c'est la rupture d'une certaine façon, c'est-à-dire que c'est il n'y a pas de totalité dans le montage, ça se fait justement dans le fragment continu et dans cette idée qu'il n'y a pas de narration totalisante, qu'il y a de la perte continue. Et l'idée de la perte est pour moi une idée extrêmement importante. C'est-à-dire que le fait, c'est un peu comme avec Ethel dans le film Izmir, on en parle beaucoup, cette idée de la perte, de la perte de l'information, de la perte de l'histoire, mais de la perte aussi plus personnelle et de ce qu'on ne voit pas. Parce que l'invisible, la latence, la rémanence, c'est des choses qui nous ont beaucoup habité par rapport à l'image. De qu'est-ce que ce qu'on ne voit pas, le hors-champ de l'image, et parfois dans le montage, ce qui est encore plus important dans certaines séquences que ce qu'on voit en fait. Et ça, c'est vrai que dans le montage, le rapport au montage, c'est un rapport qui diffère énormément, même si évidemment on le sait, mais entre la fiction et quelque chose qui ne serait pas narratif, disons. Quelque chose de narratif et de pas narratif au départ, on va dire. C'est-à-dire quelque chose qui serait écrit comme un scénario ou quelque chose qui ne serait pas écrit comme un documentaire qui s'écrit, mais bon, on l'écrit comme ça pour la forme, mais on ne sait pas très bien où on va. Et moi, je traite quelque part les deux d'une façon qui n'est pas extrêmement différente l'une de l'autre. C'est-à-dire que, évidemment, il y a toujours plus de dispositifs qui sont mis dans une fiction, qui sont mis en place, et on essaie. Mais je trouve que la perte de contrôle est extrêmement importante dans le rapport au cinéma ou à l'art, cette espèce de réflexion a priori, de se dire je vais faire ça, je vais écrire ça, j'écris tout, j'écris vraiment tout avec Khalil. Et une fois qu'on arrive sur le tournage, on essaye de justement mettre un dispositif et de laisser des choses advenir. On ne donne pas le scénario aux acteurs, on essaye si on trouve un endroit plus intéressant, de totalement changer la narrative dans laquelle on est. On suit beaucoup de rencontres, mais dans tout ce qu'on fait, c'est fondamental en fait de suivre un fil, de suivre quelque chose, une rencontre, un timbre, une histoire, un film perdu au Yémen, volé au Yémen, cette espèce de partir quelque part. Mais c'est aussi donner de la parole à un document muet. Voilà, oui, il y a aussi beaucoup cette idée-là, d'essayer de comprendre quelles histoires secrètes peuvent être écrites là, qu'est-ce qui peut... c'est un peu de la recherche, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est beaucoup de recherche et de l'autre qui est beaucoup aussi de la projection un peu poétique ou pas, ou d'un autre ordre. Donc quand on arrive au montage, en fait, vu la façon dont on travaille, il y a aussi pas quelque chose qui est très structurel. Il faut réécrire tout le film. Il faut aussi, la perte de contrôle, elle doit être aussi là dans l'acceptation d'un film qui se déroule bizarrement. Par exemple, quand on avait fait Je veux voir, que vous avez peut-être vu hier, c'était très bizarre la façon dont ça s'est fait parce qu'on a tout écrit, tout le film. Exactement comme on voulait le tourner, puis on ne l'a pas donné aux acteurs, on a mis des dispositifs, il y a beaucoup de choses qui sont advenues, mais totalement surprenant parce qu'on n'arrêtait pas d'enregistrer le réel, mais une fois qu'on est reparti au montage, on s'est rendu compte qu'on était en train de faire exactement le film qu'on avait écrit.
Et c'est ça qui nous intéresse aussi, dans cet oubli total, cette mise en danger un peu de ce qu'on fait. Parfois, on retombe exactement sur ce qu'on voulait faire. Mais ça, c'est quand en face du réel, il y a le hasard, mais en face d'une archive, il n'y a pas de hasard. Tout est, soi-disant, organisé rationnellement. Il y a un script, il y a un scénario. Et donc, cette question de quelle organisation, quel montage d'un archive a cette forme de montage par son système, par sa méthodologie. Et donc, évidemment, comme vous avez décrit auparavant, l'indexation peut faire que les choses deviennent à nouveau manifestes, mais peuvent rester latentes pour très 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 longtemps. Oui, cette indexation, justement, c'est si on cherche un document sous par exemple, on tape fusée, on tape missile, on tape Liban, on ne trouve rien. Enfin, on va le trouver, un des documents principaux, on l'a trouvé sous Charles de Gaulle. Voilà, il fallait réfléchir à pourquoi, c'est bizarre. Mais disons que dans la fragmentation, c'est pas une installation qu'on avait faite qui s'appelle l'album du président. Une des premières choses qu'on avait faites sur cette réflexion justement sur la fragmentation de l'archive et la façon dont on peut la trouver ou pas, c'était la première chose qu'on a trouvée en cherchant pour la Lebanese Rocket Society, c'était un album qui était chez un des participants de ce projet qui avait été donné par la Lebanese Rocket Society au président de la République à l'époque, et à la mort du président de la République, cet album a été rendu à cet homme qui est devenu général après, et il l'a gardé. Et personne ne l'avait jamais vu. Et donc c'est la première chose qu'on a trouvée, qu'on a photographiée, et on a beaucoup réfléchi à cette idée justement de disparition, c'est-à-dire que cet album-là, on aurait pu ne pas le trouver, et il documentait la fusée Sider 4, et c'est à partir de cet album qu'on a reconstitué la fusée Sider. Et en fait, notre approche de cette fragmentation et de ce rapport-là, c'était de faire une image de la fusée aujourd'hui, là où elle était placée à l'université Haïgazian, avec tout le reflet de la ville d'aujourd'hui, parce qu'elle est toute blanche, donc il y a beaucoup de reflets. Ensuite, de la recolorier comme elle était à l'époque, avec aux couleurs du drapeau libanais, ce qui est pour nous aussi, aujourd'hui, on n'a plus du tout la même utilisation du drapeau qu'à l'époque, parce que pour nous, c'est un rapport beaucoup plus nationaliste que eux le vivaient à l'époque. Et de fragmenter en fait l'image à travers chaque page de l'album. Et donc en fait, dans chaque fragment que vous voyez là, en fait, il y a 8 mètres, les 8 mètres de toute la fusée, de toute l'image, mais qu'on a plié de façon à ne faire apparaître qu'une tranche en fait. Et cette idée était de dire qu'en fait le rapport et aux archives, à la mémoire, à l'histoire est présent dans tout, mais qu'il y a des plis continus et qu'il suffit de déplier l'image pour retrouver parfois une grande partie de l'histoire. Voilà, donc c'était un peu cette idée, on a replié, c'est Khalil qui a plié 1064 plis et qui a une luxation d'épaule après pendant 6 mois. C'est le centre de la production de livres, tout est là, donc vous avez le façonnage, vous connaissez. Non, mais peut-être aussi je vais peut-être le rephraser un tout petit peu différemment. C'est pour faire, disons, l'indexation, c'est évidemment aussi basé sur une description des documents. Il faut savoir, c'est la question de la légende, de numérotation. Il y a une administration interne qui est une organisation différente qu'une narration, disons, fluide ou épique ou narrative. C'est une narration qui est basée sur une sorte de facticité. Et l'été dernier, vous avez fait je n'ai pas vu le film avec Rabbi, mais je peux m'imaginer comment il doit être verbal sur ces descriptions et se donner parole à votre description à Venise. Donc vous avez remplacé quasiment les images juste par leur description et donc par leur indexation. Donc l'image a complètement disparu et il n'y a que
presque, et donc vous l'avez fait jouer aussi par des acteurs, donc il n'y a que la parole même qui reste, il n'y a même plus l'administration. C'était un peu la suite un peu des images latentes, et il y avait deux rapports. On a en fait après, je ne sais pas si vous voyez les images que je vous ai montrées qui étaient dans les images latentes, dans les tiroirs. On nous avait proposé de faire un livre. Et on a fait un livre d'artiste. On a choisi 38 rouleaux, 38 films. Et en fait, c'est un livre qui est fermé, qui est un gros livre comme ça, qu'il faut découper pour pouvoir le lire. Et donc ce livre d'artiste, il avait été un jour acheté par un musée et qui voulait qu'on le découpe. Et donc on s'est dit, on va pas, Khalid et moi, découper le livre parce que ça fait bizarre. Alors on a demandé à des amis à nous, dont des amis artistes, il y avait Etel Adnan, Walid Lahat, de lire et de lire le livre pendant que quelqu'un découpait le livre. Et ça a été une expérience très intéressante parce que entendre en fait des photos mais ne jamais rien voir, ça donnait quelque chose de très abstrait. En même temps, chacun évoquait, ça durait longtemps, les gens parfois dormaient, ils partaient, mais ils nous ont tous donné un retour très fort sur le fait d'avoir des images qui leur rappelaient des choses ou qui évoquaient des choses. Et c'était cette idée d'ouverture justement de l'imaginaire, par rapport à la photographie. Et à Venise, on nous avait invités à faire... il y avait le thème de la Biennale de Venise de Hockey and Weather, c'était un peu les pics, justement. Et ils voulaient qu'on fasse ça tous les jours. Et ce qui nous avait le plus intéressé, c'est que cette parole de tous les jours d'images non présentes, non spectaculaires, et aller être dans cette biennale où on voit beaucoup de choses, où la présence de l'art est très forte, et comment ça allait réagir. Et donc on a fait ça tous les jours, et on a en fait aussi produit 354 livres, parce qu'il y avait 177 jours. Et tous les jours, on descendait 2 livres. Un livre était lu dans une arène avec 4 acteurs et découpé entièrement. Et l'autre livre était mis à disposition des visiteurs qui pouvaient le découper, le lire. Et après, le soir, les livres étaient retournés, mais de l'autre côté. Ce qu'on avait lu était de l'autre côté. Et on marquait la date. Et c'était comme ça une sorte de timetable de la biennale. Mais c'était aussi très important le rapport au livre. Que vous évoquiez, c'est-à-dire ce rapport à la matière livresque, dans un temps justement où la région a toujours été très en rapport avec le livre, qui est aussi une archive très importante, et qui c'était aussi il y a 2 ans cette idée que beaucoup de bibliothèques étaient menacées d'être brûlées ou de disparaître, tout ça, c'était aussi la présence physique du livre nous importait énormément. Donc ça se mure comme ça, d'images latentes. Oui, mais c'est aussi par la description, donc la lecture de la description, c'est comme chaque fois comme l'image est évoquée, donc surtout dans le rapport au documentaire, donc dans la tradition occidentale, on dit que le dessin, c'est la description, ce n'est pas la représentation, il y a une tradition en art qui se limite à la description pure de ce qui est vu, pas à l'imaginer. Donc ça m'a fait fort penser à ça. C'est intéressant, effectivement, cette idée que ça ne représente pas, ça décrit. Et cette description, elle a une autre vie aussi dans celui qui l'écoute après. Si, c'est graphia, hein, donc la graphie est dans tout. Moi, j'ai fait un peu le tour de mes questions. Moi, peut-être comme c'est un workshop, on peut peut-être ouvrir des questions de la salle, si vous avez des questions brûlantes ou autres. Même si elles ne sont pas brûlantes. On les prend quand même.
je voulais savoir comment les idées, parce que je vois qu'il y a beaucoup de processus artistiques, comment vous enchaînez les idées pour faire les représentations de la thématique? Parce que d'abord vous faites un film, faire une exposition, après quand ils vous proposent de faire un livre, vous faites un œuvre d'art. Quel est le processus que vous engagez, soit avec vos collègues ou tout seul? En fait, c'est chaque fois très différent. D'abord, dans ce qu'on fait en général, il y a une très longue recherche, mais on ne sait pas du tout ce qu'on va faire avec ça. C'est-à-dire qu'on archive. On archive nous-mêmes beaucoup les scans, des photos, sur la Lebanese Rocket Society pendant très longtemps. On gardait tout ce qu'on trouvait, mais ça a duré 10 ans avant de faire quelque chose pour chacun de ces projets. Donc pendant longtemps, on vit avec quelque chose, sans trop savoir ce qu'on va en faire. Puis il y a un processus comme une enquête qui se remet en place, c'est-à-dire on veut chercher, on cherche, on commence à poser des questions, on commence à voir. Puis au niveau de la forme, c'est à chaque fois très différent. D'abord, je n'aime pas trop me dire que je suis une cinéaste, je fais des films, ou ça dépend. Ça peut prendre des formes artistiques, cinématographiques, performatives. Ça peut commencer par un livre, et puis ça peut aussi beaucoup évoluer dans le temps et avec la rencontre. C'est-à-dire que pour nous, la rencontre, elle est primordiale aussi. C'est-à-dire que la demande, par exemple, dans ce projet, c'était de suivre quelque chose, voir qu'on ne développe pas nos photos, se poser la question pourquoi, se dire je vais suivre, je vais le faire de plus en plus, puis se mettre à écrire, puis ensuite une demande d'un livre, c'est aussi beaucoup de rencontres qui font que les choses se développent. Après, au niveau de la forme que les choses prennent, pour parler de ce que vous avez vu comme Lebanese Rocket Society, par exemple, d'abord le cinéma et l'art ont des temporalités très différentes. Et les films prennent un temps qui parfois peut être plus long, parfois pas, mais ça dépend. Et parfois, dans le processus, faire ce que nous appelons, nous, des expérimentations, en fait, dans ces domaines artistiques, pour nous, ça nous apporte énormément. Cette idée-là que ce sont des médiums qui vont être constamment en dialogue et pas séparés. Et que tout notre désir, c'est d'essayer de les mêler. Donc, on s'immerge dans quelque chose. Par exemple, on a travaillé beaucoup sur les disparus. On a fait un film qui s'appelle Perfect Day, un film de fiction sur les 17 000 disparus au Liban, dont l'oncle maternel de Khalil. Puis pendant qu'on faisait ce film, on a trouvé une vidéo, un Super 8 latent que vous pouvez voir là-haut, sur lequel on a beaucoup travaillé. Donc ça suit aussi quelque chose où on s'immerge dans une question ou dans un rapport pendant de longues années. Et donc ça prend des formes qui peuvent être cinématographiques ou artistiques. Et la forme, en fait, que l'objet prend, ça c'est aussi ce qu'on recherche au niveau de nos recherches artistiques, mais aussi dans une grande conversation qu'on a tous les deux, Khalil et moi, sur justement la façon dont le travail artistique peut s'introduire dans la fiction cinématographique, la façon dont la fiction peut nourrir le travail artistique aussi. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a travaillé sur un personnage de fiction, mais qui nous intéressait plus dans le fait que ce soit un vrai caractère qui vienne d'un film et qui puisse se développer. Ou dans Lebanese Rocket Society, des travaux artistiques qu'on a vraiment intégrés dans le film et qui ont bouleversé la narration du film, comme la fusée, la sculpture de la fusée, ou le début du film, où il y a tout ce projet de l'album du président que je vous ai montré qui débute le film. Donc c'est un peu organique, ça prend des formes différentes, mais l'idée est toujours de suivre quelque chose sans trop savoir où on va. Bonjour. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup de votre travail, c'est l'importance que vous donnez à l'autre. Et je pense, par exemple, je pensais au fait, par exemple, comment, par rapport au fait que la politique
utilise dans sa rhétorique la référence à l'autre comme ennemi, comme quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose d'inconnu, voilà, et qui devient un ennemi. Et donc, je voulais vous poser la question, pourquoi vous donnez cette importance à l'autre et aussi, toujours à propos de l'autre, je vois toujours que dans votre travail, il y a une volonté de se référer à l'universel, de se référer, de s'ouvrir au monde. Pourquoi? C'est-à-dire de partir d'une situation subjective, individuelle, pour après s'ouvrir à l'universel. Et donc, je voulais, voilà, c'est l'importance à l'autre par rapport à la rhétorique de la politique individuelle et universelle. Voilà. Merci. Merci. Je pense que d'abord, peut-être le rapport à l'autre était dès le départ un peu comme dans ce que je voulais vous montrer sur le cercle de confusion, parce que la façon dont on a commencé à travailler, Khalil et moi, c'était vraiment dans l'idée de réagir à ce qui se passait à Beyrouth, au Liban, dans ces années-là, et de voir comment on pouvait se questionner ensemble. Donc il y avait cette idée que le travail artistique, ou le travail cinématographique devait forcément laisser un espace à l'autre dans sa participation. Les films, c'est pas des films avec réponse fermée comme ça, où on sait. On n'est pas le lieu d'où on parle n'est pas un lieu de savoir qui s'érige, qui dit voilà. C'est un lieu de questionnement. Donc dans un lieu de questionnement et de partage, on a une adresse justement à l'autre, une adresse on veut que ce soit, on aspire à partager un territoire qui ne soit pas géographique, qui ne soit pas national, qui soit plus un territoire artistique, cinématographique, où on peut justement se poser des questions ensemble. Par contre, je suis aussi persuadée que plus on est local, plus on peut s'ouvrir. C'est-à-dire que la plupart des choses qu'on fait sont toujours au Liban, à Beyrouth, très localisées. Et c'est parce que c'est là que je vis, que je connais. Et c'est mon inspiration aussi, c'est ce que je vois, c'est ce que je filme avec Khalil, la photographie. Mais par contre, je pense que la dimension de s'ouvrir, je ne sais pas si on peut utiliser le mot universel, mais disons d'essayer de s'ouvrir à ce territoire-là. Et ça vient aussi du fait que c'est assez localisé de façon antinomique, mais je pense que ça fonctionne, j'y crois comme ça. Et je pense que c'est dans ce rapport, parce que pour répondre aussi un peu à votre question, c'est-à-dire que pour moi c'est comme quelque chose qui grossit, je lance une petite chose, puis quelqu'un l'attrape, et puis le truc grossit de plus en plus, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je peux bien sûr jouer à ça avec Khalil, mais c'est quand même plus intéressant aussi de prendre, et d'augmenter la chose au fur et à mesure. C'est pour ça aussi qu'on revient beaucoup et très souvent sur notre travail, c'est-à-dire on commence par faire un film, puis on en fait une suite comme Rien, puis on en fait encore autre chose, puis ça, les images latentes, puis on a fait un livre, puis ça devient une performance, puis ça devient une autre installation. On aime bien continuer dans le temps et essayer de voir comment les choses se développent, parce que les choses se nourrissent en fait de rencontres, des discussions, ça donne des idées, ça donne des pistes de recherche aussi. C'est aussi parce que vous avez travaillé pendant très longtemps en dehors du marché de l'art. Oui. Donc ça donne une liberté qui n'est pas formatée par les foires d'art, par les salles de vente et les galeries. C'est vrai que ça, c'est un élément très important dans le sens où quand on a commencé à travailler dans les années 90, fin des années 90, il faut savoir qu'au Liban, il y avait des galeries, mais qui étaient plus tournées vers la peinture moderne, un peu de contemporain, mais bon, on ne pouvait pas du tout exposer de photos, d'installations, tout ça. Et d'ailleurs, nous, on n'avait pas du tout le désir de rentrer dans le marché de l'art, nous et d'autres de notre génération aussi. Et en fait, notre désir était vraiment de travailler sur le terrain. On pensait vraiment qu'on allait travailler quelque chose. D'ailleurs, la plupart d'entre nous ont enseigné, ont contribué à ouvrir des écoles, on s'occupe d'une salle de cinéma au Liban, il y a une fondation
de nos amis, Akram, Walid, Akram Zartali, voilà, chacun d'entre nous a essayé de faire quelque chose sur le terrain et qui n'était pas du tout dans cette idée du marché. Et non seulement ça, c'est que le marché ne s'intéressait pas à nous, et très peu de curators, de commissaires s'intéressaient à nous aussi. Donc finalement, on travaillait entre nous, pour notre lieu. Et c'est pour ça aussi qu'on voit bien que l'idée du format, c'est pas quelque chose qui nous habite. Déjà nous, on n'a pas fait d'école en plus, donc on fait n'importe quoi quand on veut. C'est-à-dire on fait une vidéo, puis de la vidéo on passe à un long métrage, après le long métrage on peut faire un petit court métrage, ça dépend. C'est une liberté qui nous a été donnée parce qu'on travaillait seul. Et parce qu'il n'y avait que le système B. Donc il a une caméra, je prends la caméra, j'ai la salle de montage, tiens, viens. Et c'est comme ça qu'on travaillait pendant très très longtemps. Puis ça a commencé à changer un peu vers 2006, 2007, mais bon, on avait déjà pris des habitudes, on va dire. Donc c'est aussi pour ça que le marché, on est tous dans des galeries aujourd'hui, mais ça n'est pas notre... en tout cas, Khalil et moi, ce n'est pas notre principale préoccupation. On ne vient pas de là, c'est intéressant d'être dans une forme d'économie, mais on ne pourrait jamais faire quelque chose pour une galerie ou une foire. C'est très difficile. On ne saurait même pas le faire, en fait. C'est vrai que c'est fondamental. C'est très, comment dire, on pourrait dire, si on veut être négatif, mais on ne devra pas l'être, c'est très biennal. Hein, donc c'est une culture disons, des expositions temporaires, mondialisées, avec un focus parfois d'actualité ou philosophico-éthique dans un contexte spécifique à travers le monde. C'est vrai, mais c'est vrai aussi que les expositions sont très importantes. C'est-à-dire que le fait de ne pas... Parce que dans les foires, par exemple, on montre souvent une œuvre, comme ça doit attirer l'attention. La biennale aussi, d'ailleurs, souvent, mais dans la biennale, c'est en relation avec beaucoup d'autres. Donc ça crée un dialogue intéressant et on le fait à travers un contexte. Mais le lieu de l'exposition, par exemple, est fondamental pour nous. C'est un lieu d'expérimentation. C'est un lieu de partage, d'expérimentation, où justement, il faut se reposer la question, comme on essayait de faire dans l'expo du jeu de paume, c'est pourquoi on montre ces images aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui va se passer avec les gens qui vont venir, quelle va être leur expérience progressive des images. Aujourd'hui en France, par exemple, on ne peut pas montrer des images exactement de la même manière qu'il y a un an, ou qu'il y a un an et demi. Le public n'est pas pareil. Il y a des choses qui est du vécu de chacun qui va venir ici aussi. Après le Bataclan et tout ça, il y a autre chose qui se met en place aussi dans la tête des gens quand ils vont voir un peu un travail comme ça. Donc aussi, et puis l'exposition est vraiment le lieu de l'expérimentation et du changement possible après. Et vos films de fiction, parce que ça c'est quelque chose qu'on voit dans mon milieu, donc le milieu de l'art moins fréquemment, parce que évidemment un film de fiction a un début, une fin, et c'est adverse au format de l'exposition qui est le spectateur vient quand il veut, il part quand il veut. Comment vous gérez, disons, ces territoires? En fait, dans la fiction, on essaye de travailler l'expérimentation de façon différente et elle est un peu, c'est évolutif aussi, ça dépend du film et du sujet, de l'histoire. Mais par exemple, il y a dans Je veux voir, par exemple, c'est un film où le spectateur, il est un peu au travail, c'est-à-dire qu'il est un peu dans une forme aussi d'expérimentation. Où c'est vrai qu'il y a un milieu et une fin et qu'il y a un début et puis après on s'en va, le film est terminé et il impose son rythme. Il y a aussi ça, c'est-à-dire que l'exposition c'est un lieu où on va à son rythme, on peut ne pas voir quelque chose si on ne veut pas, alors que le film il a son rythme et ce rythme est donné à celui qui le regarde. Mais en même temps, ce qui était intéressant dans ce film-là par exemple, c'était continuellement d'aller dans une forme de circularité où on se posait beaucoup de questions en posant la question au spectateur. C'est-à-dire que l'expérimentation, elle continue différemment dans l'espace qui est réservé à l'autre. Ou dans Perfect Day, où il y a beaucoup d'espaces de projection possibles, il n'y a pas de fin réelle, chacun interprète différemment.
C'est un format aussi dans lequel on ne peut pas revenir, on ne peut pas continuer, on ne peut pas redéfaire ce qu'on a fait. Il faut vivre avec ce qu'on a fait. C'est la particularité du cinéma, de se dire « Ah, j'aurais pu faire ça autrement ». Mais on ne peut pas redéfaire les choses, mais on peut par contre continuer l'adresse à l'autre et essayer de prendre le spectateur avec nous dans le questionnement, la démarche ouverte. Bonjour. J'aurais une question justement sur ce que vous avez évoqué avant, sur la fragmentation confessionnelle du monde arabe, pas uniquement du Liban, mais je pense le monde arabe en entier, ayant beaucoup de contacts avec des nouveaux arrivants aussi du monde arabe ici en Belgique. J'ai fort l'impression que cette fragmentation elle est fondamentale, probablement fondamentalement aussi dirigée par les pays de l'Occident. Mais je voulais juste savoir, au niveau du discours qui est bien évidemment lié à ça, le discours fragmentaire, est-ce que vous trouvez une place dans le monde arabe d'avoir un discours neutre, je ne sais pas, peut-être le terme neutre n'est pas bon, mais d'avoir un discours qui est ailleurs que dans l'antagonisme ou dans les oppositions entre ces différentes fractions confessionnelles, sans trouver recours dans le discours occidental. Oui, ben, en fait c'est un peu l'idée d'essayer de travailler dans ces territoires d'art et de cinéma justement. C'est pas forcément un discours neutre, mais tant qu'il il ne s'érige pas comme une vérité ou une adversité, une définition. Il ne dit pas les choses. Voilà. Il essaye de réfléchir, en fait, de déconstruire les images, les représentations, comme je disais un peu. C'est-à-dire autant les représentations qu'on a de nous que de l'autre, du barbare, de celui qui est en face, mais aussi de ce qu'on imagine, notre imaginaire, et disons, réfléchir l'écriture de l'histoire, c'est réfléchir les certitudes aussi. Les gens ont beaucoup de certitudes où ils essayent d'en avoir, parce que c'est aussi très déstabilisant d'être dans des univers très fragmentés. Et donc, c'est aussi une façon de ne jamais être dans quelque chose qui est complet, oui, qui est total, parce que cette fragmentation dont vous parlez, nous, on l'applique énormément dans notre travail artistique. Beaucoup de choses sont découpées, pliées, dispersées, dans cette idée-là de ne pas essayer de retotaliser les choses. Et c'est qu'à partir du moment où on accepte qu'on est 17 communautés et qu'on va vivre ensemble, qu'on ait justement des discours différents, des histoires autres, qu'on peut parler ensemble, ça devient aussi... peut-être c'est là où nous, notre discours, il est politique dans ce sens-là aussi. On ne fait pas de la politique, mais on essaie de faire de l'art politique ou cinématographique dans ce sens, dans le sens du refus de représentations trop simples, des clichés, un peu de ce que dire par décrivait un peu au début, de cette chose qui est imposée sur nous tous, pas sur nous seulement dans la région, sur nous tous ici, c'est-à-dire sur cette idée de gens qui savent. Et voilà, nous on voudrait déconstruire tous ces savoirs, ces représentations et ces histoires-là. Pour en choisir d'autres, des histoires tenues secrètes, des histoires qui sont des anecdotes, ça veut dire aussi des histoires qui sont des histoires d'individus. Je crois que la question de Gavin, c'est aussi par rapport à quelles sont les ethno-religiosités, les différences. Et parce que nous, on a plutôt une vision évidemment de Syrie qui est bien différente que celle du Liban, parce que le Liban est bien plus complexe, je crois, encore que la Syrie. Je connais, c'est pas la vérité, pas l'information parfaite, mais je crois que le Liban est le plus complexe de la région, si je suis bien informé. C'est-à-dire de l'ethno, c'est-à-dire de se poser la question de la fragmentation de la Syrie, c'est ça? Non, c'est pas sur le monde arabe en général, je pense, mais particulièrement le Liban dans ce cas-là.
Mais justement, parce que vous parlez de la déconstruction, qui est une tradition quand même née en Europe, je suis peut-être curieux s'il y a quelque chose dans le monde arabe qui est une tradition philosophique ou discursive sur laquelle vous vous appuyez pour justement déconstruire aussi. Je ne sais pas si c'est peut-être une tradition née en Europe, mais disons que ça part chez nous d'une forme totale nécessaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre choix possible aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on réagit à ce qui se passe dans notre vie. C'est-à-dire que la plupart des choses qu'on ait faites, c'est une réaction à un réel. Oui. Donc, je ne sais pas s'il y a une pensée de la déconstruction qui serait particulière au monde arabe. Je pense que le mélange qui se fait justement est une hétérogénéité qui est aujourd'hui ce que nous sommes. C'est-à-dire que voilà, moi je viens d'un lieu où il y a eu une forme de francophonie qui est présente. Je parle français, arabe, anglais un peu, mais voilà. Donc c'est cette idée c'est aussi de venir avec ce que nous sommes. Nous sommes les produits de toute cette fragmentation, de peut-être des déconstructions héritées de ça et de là. Mais à partir de là, nous devons inventer quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'autre et qui n'est pas forcément un retour à la tradition. Parce que le retour à la tradition, ce n'est pas forcément la solution non plus. Le retour, mais nous sommes nourris complètement de culture arabe aussi, et de pensées de philosophes, de poètes, donc, et ceux qui se sont aussi beaucoup posé, le rapport à l'image n'est pas un rapport justement qui est forcément la réflexion ou la philosophie autour de l'image n'est pas forcément occidentale. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'elle peut être née quelque part et elle peut avoir suivi des chemins très différents. Je pense que l'approche que beaucoup d'artistes de notre génération ont eue à l'archive et à l'histoire a peut-être été nourrie de réflexions et de livres et tout ça venus d'ailleurs, mais qu'ils l'ont adapté dans un territoire qui était éminemment celui de la région. Et donc ça a donné quelque chose de totalement différent. C'est-à-dire que quand je parle aussi de ce territoire d'art, je parle aussi de ça, de cette façon dont ces connexions en fait défont les géographies et les traditions pour inventer des choses autres. Je ne sais pas si je réponds à ce que vous dites. Oui, merci. Je sais pas. Aussi, c'est quand même le territoire où le cinéma débarque en premier, en Moyen-Orient. Tout à fait. C'est Beyrouth. Ouais. Les Lumières sont là en 1900 et... Oui, ils font en fait un film en Palestine, un très beau film où ils traversent la Palestine en train, en fait. Je ne sais pas si vous avez ce film-là. Le film que les Lumières font, les opérateurs des Lumières font en Palestine et au Liban, oui, c'est très tôt. En tout cas, l'image, la photographie, elle arrive très tôt dans ces régions-là. C'est des photographes, bien sûr, étrangers qui vont façonner, exactement, et d'autres qui vont façonner la représentation et la photographie dans la région. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Pour la conversation. Merci. Merci.